Et on aimait beaucoup par ailleurs que les musiciens deviennent spectateurs du film. Je vous demande d'accueillir Irène Muscari, la co-scénariste, et Emmanuel Courcol, scénariste et réalisateur. Alors, quand vous aurez vu le film, vous saurez pourquoi on l'a choisi en clôture. D'abord, on avait envie d'un moment un peu festif avec de la musique. Et ensuite, parce que ce film raconte notre idéal politique et culturel. D'abord, il y a des traces de CGT, à Montreuil, on n'est pas complètement contre. Et ensuite, parce que il y a dans le film une ambition qui est vraiment la nôtre, qui est de réunir la culture populaire à la culture dite savante. Et on ne voit pas de film qui raconte ça mieux aujourd'hui, cette année, que le film d'Emmanuel Courcol en fanfare, qui par ailleurs avant avait déjà fait un film sur un sujet assez proche, si je le résume comme ça, qui s'appelle Un Triomphe, et Cadmerade, on avait reçu Cadmerade sur ce film. Et donc la constance de ce sillon tracé avec des producteurs qu'on aime bien, tout ça, il y avait 2000 critères qui faisaient qu'il fallait qu'Emmanuel soit là ce soir avec Irène de surcroît. Merci à tous les deux d'être là pour cette clôture. Un petit mot de présentation. C'était une belle entrée en matière qui va se répéter un petit peu partout puisque les fanfares et harmonies vont être mises à la contribution au moment de la sortie du film et vont venir jouer dans les cinémas. Voilà, pour accueillir le public et mettre l'ambiance et tout ça. Et aussi, c'est une façon aussi de rendre hommage, parce que les films parlent de ça. Et bon, le petit mot qu'a dit le patron, le vent de Stéphane. Comment ça s'appelle Stéphane? Stéphane, donc. C'était une parfaite introduction au film. Et voilà, ça raconte aussi la nécessité, et le plaisir et la nécessité de jouer ensemble, de faire de la musique ensemble, ou autre chose, du théâtre, enfin voilà. Une activité qui nous relie et qui nous grandit. Donc voilà, je ne peux pas dire beaucoup plus, non? Non, mais c'est bien déjà. Irène peut-être un petit peu, mais on se retrouvera après tous les trois pour en parler. Justement, je voudrais après, on parle de tout ce que vous voulez après. Dans un temps de 30 minutes chrono, parce qu'il y a aussi un buffet, et donc l'idée c'est quand même de faire la fête. Et puis il y a peut-être une ou deux surprises encore, enfin vous n'êtes pas tout à fait au bout de la soirée. Voilà, annulez tout. Ah oui, je veux dire une petite chose quand même, c'est que hier je suis venu et rencontrer une classe de, je crois que c'est les 5e, de jeunes collégiens qui, voilà, je suis venu échanger avec eux après la séance. Et voilà, j'ai pu constater que ce film, qui n'était pas spécialement jeune public, leur parlait beaucoup. D'ailleurs, il y a eu d'autres prix dans le festival, notamment un prix des lycéens, etc. Donc voilà, c'est de 7 à 77 ans et beaucoup plus ici, sans doute. Au-delà de 77 ou en dessous? Au-delà de 77, mais à Montreuil, on vit bien, on vit vieux. Ah oui, bien sûr, tout à fait, merci de jouer. Tout à l'heure. Non, il faut s'imaginer 20 gamins qui entourent Emmanuel pour lui demander des autographes à la fin. Franchement, c'était hyper émouvant. Et comme les films que vous allez découvrir maintenant. Bonne projection et à tout à l'heure avec Irène et Emmanuel. On va d'abord applaudir une dernière fois Vandoulou qui est sorti de l'écran pour rejoindre la salle. La co-scénariste Irène Muscari et le co-scénariste et réalisateur Emmanuel Courcol. On va se mettre là maintenant que c'est libre. Ce sera plus en lumière. Je pose les 3-4 premières et puis après on passera la parole à la salle pour qu'elle réagisse au film. Au tout début c'est compliqué, moi j'étais vraiment en larmes à la fin, la première fois que j'ai vu, et la deuxième à vrai dire. Mais non, au tout début du projet, tu racontais ça aux collégiens hier, il y a un projet de film autour des majorettes. Et ouais. Ça remonte à loin, hein, parce que j'avais été consultant sur un projet qui s'est pas fait. Voilà,
Mon arrivée sur le projet a un peu, quelque peu transformé ce projet que j'ai repris plus tard, donc c'était il y a 12 ans. Il faut que tu parles avec le micro vraiment comme ça, là. Non, c'est comme ça, vous m'entendez, là? Ouais, c'est mieux. Et voilà, j'ai repris donc avec Irène, j'ai reparti de cette idée que j'avais eue d'amener la musique classique, la grande musique, dans l'univers des fanfares et des harmonies du Nord, voilà, à travers l'histoire de deux frères. C'est comme ça que c'est arrivé. Et ensuite, Irène, vous êtes parti de quel fil pour pouvoir tisser l'histoire de ces deux frères et notamment inclure cette histoire de greffe? Oui, justement, l'histoire de la greffe est venue d'une... Même chose, Irène, il faut que tu parles avec le micro comme ça, là, sous les lèvres. De l'histoire personnelle, voilà, de ma famille. J'ai perdu quelqu'un de ma famille comme ça. Et donc, et c'est vrai que quand Emmanuel m'a parlé de cette idée de se faire rencontrer deux frères qui ne se connaissent pas, etc., il me disait qui représentent deux archétypes, presque, qui représentent deux univers musicaux différents. Il me disait, je ne sais pas comment amener ça, c'est-à-dire comment ces deux frères ne se connaissent pas, comment ces deux frères vont se retrouver. Et moi, je venais de vivre ça, et j'ai dit, mais tu sais, il y a quelque chose qui lie ces deux frères, c'est le sang. Et le sang peut être aussi un sang malade. Et donc, en fait, c'est une histoire de sang et de frères. Et j'ai dit, voilà, j'ai eu l'idée de la maladie et de ce besoin de trouver un donneur. Parce que c'est vrai que dans des histoires de leucémie, une greffe qui vient d'un frère, c'est beaucoup plus... La compatibilité est beaucoup plus importante. C'était ce qu'on venait de vivre. Donc voilà, c'était ça le fil en fait. Et au fur et à mesure, on a décidé de développer le film ensemble, quoi. Les chiffres qui sont dans le film sont les vrais chiffres scientifiques. 1 sur 4 quand on est frère et 1 sur 1 million quand on est étranger. On s'est documenté, donc moi j'ai rien inventé dedans. C'est des chiffres que j'ai repris. Voilà. J'imagine. Et bon, même si c'est relativement approximatif, autour du million. Oui. Ce qui est impressionnant, c'est que cette base-là, elle pourrait donner lieu à un grand mélo et du coup à un film qui tirerait sur cette corde-là, de la maladie, de la souffrance. Non, l'idée c'était d'assez vite oublier la maladie et pas faire un film là-dessus, justement, effectivement. Le fil rouge du film, c'est quand même les liens fraternels, et c'est comment cette relation se construit et essaye de rattraper le temps perdu. Voilà, c'était ça l'idée. Évidemment, à la fin, on est rattrapé par la maladie, mais entre-temps, on a le temps d'oublier. Alors eux, ils doivent rattraper le temps perdu, mais ce qui est très fascinant quand on revoit le film, c'est sa vitesse. Parce que, en tout cas, tout au début, les séquences s'enchaînent à une vitesse extraordinaire. J'allais dire auxienne, pour les amateurs de l'histoire du cinéma. Il y a un truc comme ça, très très rapide, très précis, qui fait qu'on passe d'une séquence à l'autre avec des ellipses très très fortes. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce rythme-là, presque pour aller plus vite que la maladie, quelque chose presque de cette... D'abord pour ne pas s'apesantir, pour ne pas sombrer dans une espèce de pathos, pour avancer vite aussi, pour aller dans le cœur de l'histoire, qui commence, je dirais, à partir du moment où les frères se rencontrent sur le terrain musical, en fait. Hein. Et avant, de toute façon, moi j'aime bien ça, moi, dans ce que je fais, c'était déjà un peu le cas dans Un Triomphe. J'aime faire quelque chose de nerveux et de fluide à la fois. Et donc, voilà, c'est une façon d'avancer dans une histoire et de ne pas s'apesantir surtout sur des situations et surtout de faire confiance au spectateur voilà, qui remplit les vides et qui comprend parfaitement quand on passe d'une scène à l'autre, voilà, ce qui s'est passé pendant l'ellipse. On insiste là-dessus beaucoup avec Irène. On fait confiance, on vous fait confiance.
Alors, est-ce qu'on peut du coup s'arrêter un tout petit peu sur le rôle de la musique? Tu disais à table, mais en fait, ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait toutes les musiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça racontait et comment vous les avez incluses? Bah déjà, nous, on a fait avec nos goûts musicaux, donc qui vont de la musique classique beaucoup, à tout un tas d'autres musiques. Et on voulait pas. Ça permet aussi d'éviter une espèce d'affrontement totalement binaire entre la musique classique et la musique des harmonies et fanfares, une musique plus populaire. Donc voilà, et puis c'est pour montrer aussi. On avait dans l'idée aussi de pas qu'il n'y ait pas de jugement dans ce film par rapport au répertoire, par rapport aux pratiques musicales. Il n'y a pas de hiérarchie. Et ça ne veut pas dire que tout se vaut, mais ça veut dire que tout est respectable et tout peut s'entendre en tout cas. Et donc voilà, et puis il y a aussi, par exemple, le jazz a une place assez centrale puisque c'est le point de rapprochement entre les deux frères qui couvrent une passion commune qui est peut-être dans les gènes. Mais en tout cas, c'est aussi pour montrer avec le personnage de Benjamin, de Thibaut, qui est un chef d'orchestre et qui est une figure très forte et dans l'imaginaire, tout le monde a une idée un peu du chef d'orchestre et c'est trop facile de rentrer dans ce qui pourrait être vraiment un cliché en fait. Et voilà, on voulait un chef d'orchestre qui soit ouvert sur d'autres musiques et vraiment que aussi ces petits plaisirs coupables honteux voilà, il aime bien Dalida, par exemple. Voilà. On ne parle pas forcément à ces musiciens, mais c'était bien qu'ils se retrouvent sur un terrain comme ça aussi. Voilà. On connaît le chef d'orchestre qui aime Dalida aussi. Oui, ça existe, sûrement. Et du coup, tout converge aussi vers le boléro de Ravel à la toute fin. J'imagine que l'idée, c'est précisément de produire un air très connu et très consensuel qui plaise potentiellement à tous les publics. Et j'ai l'impression qu'un des sous-textes, c'est ce que disait Ravel de son œuvre, c'est que c'est une œuvre faite pour être jouée dans une usine. Ah bah oui. Ouais. Dans l'histoire du boléro, alors ça c'est quelque chose qui nous a été raconté par Michel Pétrosian, qui est le compositeur du film et qui a été aussi notre conseiller musical et qui est un puits de science dans bien des domaines, mais en tout cas dans le domaine musical, et qui nous a dit effectivement que Ravel avait été inspiré pour ce boléro par une visite qu'il avait faite dans une usine, je crois que c'était au Pays Basque, et une usine, et on retrouve donc dans ce boléro le bruit de la machine, le rythme, le cycle entêtant et perpétuel des machines. Et évidemment, c'était un lien avec la situation de l'usine, avec ces machines disparues, etc. C'était une façon de faire revivre ça en musique. Donc le choix du boléro, c'était aussi alors c'est un choix assumé comme, il le dit d'ailleurs, comme une musique très populaire et comme l'air le plus classique, le plus populaire et le plus joué au monde. Et comme un lien finalement entre les deux mondes, voilà, et puis qui se matérialise à la fin. Vous allez voir. Pas si... Non, le boléro, c'est ce qui nous a permis de lier les trois univers, c'est-à-dire l'univers de la musique classique, l'univers de la musique populaire et l'usine. Tout simplement. C'était parfait. Et dans ce désir de fusionner des cultures qu'on pourrait croire opposées, etc., on retrouve ça aussi dans votre choix de casting, parce qu'il y a quand même un acteur qui est en train d'exploser, Pierre Lotin, formidable, qui vient d'être primé pour le film de François Ozon à Saint-Sébastien, là où En Fanfare a eu le prix du public, au passage, mais qui vient... Oui, on peut les applaudir, bah oui. Mais qui, pour l'essentiel des spectateurs, vient des Tuches, où il joue un des fils, alors que de l'autre côté, on a un grand acteur de la comédie française, et donc on a l'impression, là aussi, qu'ils viennent de deux univers vraiment opposés, contrastés. Or, ils jouent prodigieusement bien ensemble. Oui, et... un cri du cœur. On pourrait dire que c'est une caricature, parce qu'effectivement, les deux représentent des cinémas et des éducations aussi différentes. Et
moi, ce qui m'intéressait, c'était, voilà, je connaissais bien Pierre, puisque je l'avais déjà fait tourner dans mon film précédent, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est que il y a des choses qui possèdent en eux, qui, voilà, c'est complètement intériorisé, ils n'ont justement pas besoin de le jouer. Donc, pas besoin de jouer chef d'orchestre avec toute son éducation, voilà, bourgeoise, etc. Et pas besoin de jouer un gars issu d'un milieu plus populaire. Ça, c'est des choses, je dirais, qui transpirent et qui portent, presque malgré eux, hein, voilà, on est tous comme ça, on porte notre passé, notre parcours. Et ça m'a permis, enfin en tout cas, de les diriger justement juste dans leur relation en fait, qui se construit, dans les sentiments, et jamais dans la composition, je les ai jamais poussés à incarner, je dirais, les archétypes qui seraient censés représenter en fait. Voilà. Et en même temps, Pierre, j'ajoute juste ça, c'était un peu plus facile parce qu'on l'avait écrit pour lui. Ah oui. Ah oui, c'était écrit pour lui, donc c'était plus facile. Oui, alors que Benjamin Laverne, vous avez fait un vrai casting? Il y avait des alors, en fait, c'était... À l'origine, on avait fait une version précédente. Le chef d'orchestre était le plus jeune des deux. Et dans cette configuration-là, avec Pierre Lotin, on n'a pas réussi à trouver, je n'ai pas réussi à trouver le chef d'orchestre, qui avait 5 ans de moins, et voilà, un petit génie, etc. Et à un moment donné, on s'est dit, et c'est mon producteur qui m'a dit, mais tu m'emmerdes, en fait, ça serait bien quand même qu'on... Voilà, et s'il était l'aîné, tout simplement... Voilà, on s'est dit, tiens, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça, c'est aussi simple que ça. Ça a nécessité un petit bricolage quand même pour le crédit de cette histoire, d'adoption, etc. Mais finalement, ça s'est réglé assez simplement. Et à ce moment-là, évidemment, je dirais Benjamin, il était déjà dans mes radars, mais voilà, il ne pouvait pas faire le jeune frère, donc voilà, j'ai pensé à lui pour faire le frère aîné. Et heureusement, parce que je ne vois pas qui d'autre j'aurais pu prendre. Quand on voit le film non plus, on ne voit pas qui d'autre pourrait faire ça. Ça, c'est quand c'est réussi en général. Ouais, voilà, c'est ça. Qui pose la première question? Oui, on peut. Allez, la parole au public. Bonjour, bravo pour votre film. Je voulais savoir si vous étiez au courant de comment Benjamin a travaillé, comment il a travaillé, parce que bon, il est chef d'orchestre dans le film. Donc c'est vraiment leur matériel et c'est avec ça qu'ils communiquent et c'est avec ça qu'ils ont aussi leurs différences et du coup comment ils ont pu s'approprier ce rôle avec ça, quoi. Oui, effectivement, je suis un petit peu au courant. En fait, Benjamin, d'abord au départ, c'était vraiment une préoccupation vraiment essentielle pour moi. C'est-à-dire que tous les personnages dedans soient crédibles sur le plan musical. Et notamment, évidemment, Benjamin, parce qu'en général, c'est quelque chose de très compliqué à faire au cinéma, c'est rarement réussi. Et donc, Benjamin, lui, a travaillé pendant 2-3 mois, de façon assez intensive, avec un jeune chef d'orchestre qui s'appelle Antoine Dutailly, et qui a travaillé vraiment son rôle, et sur les extraits qu'il avait à assumer, vraiment la partition. C'est-à-dire que toute la gestique, ce qu'on appelle la gestique du chef d'orchestre, c'est-à-dire la gestuelle en langage courant, c'est extrêmement précis et extrêmement travaillé. C'est-à-dire qu'on peut dire que sur ce que vous voyez dans le film, il dirige réellement l'orchestre. À tel point qu'il avait un vrai rapport avec les musiciens. C'est très impressionnant. Hein. C'était le premier jour de tournage, il s'est retrouvé face à un orchestre symphonique pour diriger, donc c'est le professionnel, et lui, il n'est pas... Il est musicien dans l'âme, mais c'est pas il n'a pas fait d'études supérieures de musique. Et il s'est imposé vraiment face à eux. Hein. Vraiment, c'était très très étonnant, à tel point que s'il faisait des petites erreurs, l'orchestre cafouillait, quoi. Parce qu'il suivait vraiment. Et après coup, hein, maintenant, les grands professionnels qui ont pu voir le film, chefs d'orchestre ou les grands musiciens solistes dans des orchestres classiques, le disent, pour nous, ils dirigent l'orchestre. Vraiment. Et petite anecdote, c'est-à-dire qu'à la fin des 2 jours de tournage pour la première séquence d'ouverture,
Le premier violon, je crois que c'était le premier ou le deuxième violon. Enfin, elle a dit, vous savez, on en a déjà eu des moins bons. Donc c'était quand même un sacré compliment. Mais moi, je n'aurais pas pu le diriger plus longtemps. Hein. Mais sur ce qu'il a fait, il était effectivement extrêmement crédible. Mais ça, je dirais, c'est aussi l'école de la comédie française, c'est-à-dire c'est un gros bosseur, Benjamin. Il a pris ça très à cœur comme vraiment un défi personnel d'être parfaitement crédible dans le rôle. C'était tout à fait réussi. Donc voilà. Bonsoir. Et merci beaucoup pour le film, j'ai vraiment aimé. Juste une seconde, pour finir, hein, parce que on a fait un making-of. Donc il y a un making-of qui sera disponible sur les réseaux, sur justement tout ce travail préparatoire. Parce que ce que j'ai dit sur Benjamin, c'est aussi valable pour Pierre Lotin qui s'est mis au trombone. Pour Sarah Succo qui s'est mise à la trompette. Sachant que tous les autres seconds rôles qui sont intégrés à l'harmonie, hein, c'est une harmonie aussi qui a fait le gros de la troupe de l'harmonie des mineurs, hein, voilà, étaient tous des acteurs mais aussi instrumentistes, donc ils jouaient réellement ensemble. Hein, voilà, c'est tout. Pardon. Alors je voulais savoir, non, je ne connais pas trop votre biographie. Je voulais savoir votre lien par rapport à la CGT, à tout ce qui est milieu ouvrier, et pourquoi vous avez particulièrement voulu inclure dans le film justement cette polémique autour des fermetures d'usines. Voilà, merci. Alors moi je suis pas du tout, j'ai jamais bossé dans une usine, je suis dans un milieu tout à fait petit bourgeois, angevin, voilà, je suis très loin de tout ça, mais enfin très loin, mais ça m'intéresse, évidemment. En tant que cinéaste, on s'intéresse à tout, à la vie en général. Et quand on tourne dans le Nord, une histoire qui est quand même censée être crédible, on s'intéresse au décor. Et je dirais que là-bas, malheureusement, ça fait partie du décor. C'est-à-dire que les usines qui ferment, les usines qui sont fermées, la désindustrialisation, la casse sociale, tout ça, ça, ils le vivent un peu au quotidien. D'ailleurs, on a tourné dans une usine qui était dans ce cas-là. Voilà, c'est une usine qui était en liquidation. Alors que je préparais le film, on a eu la visite des représentants syndicaux du comité d'entreprise et qui sont venus voir ce qu'on faisait. Et quand on leur a raconté, moi j'aurais pitché le film, il a dit, voilà, c'est comme nous, en fait, c'est ça. Et donc, effectivement, bon, la CGT a été partenaire du film, très généreusement, et d'ailleurs on voyait toute la mise en scène devant l'usine, hein, avec tous les ouvriers, et voilà, les mégaphones et toute cette présence. C'était tellement naturel que les voitures qui passaient devant l'usine klaxonnaient, quoi. Avec vous, etc. Voilà. Ils ne savaient pas que c'était un tournage. Mais bon, voilà. Pour ça, je ne pouvais pas faire l'impasse sans que ce soit aussi, comme la maladie, le thème du film. Mais il semblait que on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus sur la réalité sociale et économique du pays. Bonsoir. Merci infiniment pour ce film et une surprise totale pour moi. Je crois que c'est un grand film sur la fraternité, dans tous les sens du terme. La fraternité, c'est une notion un peu à côté des deux autres. On parle beaucoup en politique des deux autres et on parle jamais, presque jamais, de la fraternité. On lui préfère la solidarité, par exemple, à juste titre, parfois. Mais là, vous nous faites rentrer dans la devise républicaine par le biais de la fraternité. Et ça fait vraiment du bien à un moment où on ne sait plus trop quel chemin prendre pour éviter le pire. Je crois que le chemin de la fraternité est un chemin possible. Merci. Je ne vois pas trop ce que je pourrais ajouter après, sinon que c'était un peu le projet, effectivement.
et que c'est quelque chose qui me touche énormément ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a une grosse attente sur le plan de la fraternité en tout cas. Alors moi je vais revenir à Montreuil avec Johnny, parce que dès que je l'ai vu, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là, c'est Johnny Montreuil. Comment vous l'avez fait sortir de sa caravane des murs à pêche pour qu'il arrive dans le Nord? Oui, parce qu'il est en concert à Montreuil et dans plein d'endroits. Johnny tourne un peu, voilà. Et il se trouve que moi je ne connaissais pas Johnny Montreuil. En tant que musicien, je ne connaissais pas. Maintenant je connais. Et moi j'ai casté un acteur, hein, voilà. Je voulais un acteur musicien évidemment, donc il faisait tout à fait l'affaire. Et surtout j'ai été complètement, comment je dirais, conquis par le bout d'essai que je lui ai fait faire. C'était tellement simple, tellement évident, tellement naturel que voilà, je me dis tiens, voilà, c'est Johnny Montreuil. Voilà. C'est comme ça qu'il est arrivé. Hein. Moi je ne le connaissais pas, c'est ma directrice de casting qui est allée voilà, regarder un petit peu. Moi je cherchais des têtes aussi qui ne soient pas connues en fait. J'ai envie de nouvelles têtes un petit peu dans le film, de cinéma, de pas être toujours les éternels petits ou second rôle. Et donc Johnny était l'homme de la situation. Pas seulement mes jolis, du coup ils m'ont envoyé un texto en disant qu'ils avaient trouvé cette équipe extraordinaire et qu'ils avaient adoré tourner dans ce film, notamment grâce à Carlotin qui était adoré. Oui, la question va dans le même sens. Le casting des autres ouvriers, ch'tis, de l'harmonie ouvrière et mineure et tout, vous l'avez fait comment? C'est des acteurs professionnels, des musiciens? Alors pour l'harmonie, donc j'ai travaillé avec l'harmonie des mineurs de l'Alain, donc l'Alain c'est près de Douai, et c'est eux qui constituent l'harmonie en fait, et il y a quelques rôles qui sont intégrés, comme je disais tout à l'heure, dedans, qui sont des acteurs professionnels, mais qui sont aussi instrumentistes, ils possédaient tous la pratique d'un instrument, et pour certains déjà dans le cadre d'harmonie ou de fanfare. Donc ce qui était bien, c'est que la fusion s'est faite vraiment très très vite entre eux, parce que voilà, c'est le langage de la musique, hein, c'est un peu le thème du film aussi, le pouvoir fédérateur de la musique, et donc ça s'est fait très naturellement, et donc je voulais que on puisse pas se dire tiens lui c'est un acteur, l'autre non c'est un amateur quoi, voilà. Donc très souvent on me demande si c'est que des amateurs, pas, voilà. Donc non en fait à part je dirais la seule tête un peu connue dedans c'est Jacques Bonafé pour ceux qui connaissent, et je dirais qu'il y a un tel naturel qui est tellement du coin que voilà il est plus vrai que nature je dirais dans ce cadre-là. Et sinon alors pour les ouvriers, ça c'est un casting que j'ai fait, c'est des gens effectivement de là-bas. Pour la plupart amateurs. Voilà, ce sont des. Et on les a réunis. Il y a un ou deux professionnels dedans, il y a notamment un autre Johnny, qui s'appelle Johnny Ras, qui fait le délégué syndical. Voilà, mais sinon, et qui est de là-bas aussi. Donc, et sinon, voilà, ils ont chanté la tête que vous voyez quand ils font des essais. Voilà, c'était du brut, quoi. Ça sortait du cœur et du gosier direct. J'avais pas de travail avant. Je prends encore deux questions, l'avant-dernière. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce film. J'avais une question par rapport au personnage. Alors, j'ai oublié son nom, mais celle qui devient la petite amie de Jimmy. Sabrina, c'est Sarah Succo. Sabrina, super, merci beaucoup. Je me demandais d'un point de vue scénaristique, pourquoi avoir inclus cette relation entre Sabrina et Jimmy, parce qu'on a une scène où ils s'embrassent durant le match de foot, et après c'est pas trop développé, et du coup je me demandais pourquoi avoir inclus cette histoire dans le scénario. Irène. Je dirais que d'une part, Sabrina représente aussi un lien qui est un lien multiple, déjà entre les deux frères. Vous voyez qu'à un moment donné, c'est elle qui arrive plus ou moins à les faire se rencontrer après la grande dispute. Et Sabrina représente aussi une femme du Nord avec tous les problèmes
toutes les charges qui peut avoir une femme dans cette condition, c'est-à-dire une femme qui est divorcée, qui a des enfants, qui a un frère qui est porteur handicap et qui en plus travaille dans une usine qui est en train de fermer. Donc c'était un peu trouver aussi un personnage qui représentait un peu tout ça. Et après, j'ai envie de vous dire qu'on avait besoin d'une femme, quand même, de manière extrêmement basique. Comment? Pourquoi? Parce que Jimmy a besoin d'amour. Voilà, c'est tout. Et c'est juste aussi qu'il le trouve auprès de cette femme forte qui est capable de porter tout ça et qui est capable de porter aussi Jimmy. Vous voyez? Voilà. Il avait droit à son bisou. Et juste pour compléter, effectivement, c'est comme d'autres thèmes, enfin, dans le scénario, on ouvre les portes et on ne part pas, on continue sur le tour. Voilà, il y a la porte de la maladie, la porte de la relation aussi avec la sœur, dans la famille, vous voyez, l'usine, etc. C'est, pour moi, écrire un scénario, c'est aller avec les personnages, avec les filles principales, et puis on est dans un couloir, il y a plein de portes. Voilà. Et on en ouvre une de temps en temps, puis on aperçoit un monde, on aperçoit une histoire qui nous fait rêver, et chacun peut continuer un petit peu ça, mais on reste dans le fil de l'histoire. Voilà, c'est une façon de travailler en tout cas. Monsieur, allez-y. Merci déjà pour ce film qui était magnifique. Je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas autant pleuré pendant une séance de cinéma ou devant un film tout court. D'ailleurs, je suis encore un peu sous l'émotion. Mais c'est pour revenir un peu sur effectivement ce scénario, comme vous l'avez dit, qui est juste magnifique, et ces portes ouvertes, c'est un peu à chaud, quoi. Là, j'ai toutes ces trames narratives, j'ai envie de revoir ce film 2 fois, 3 fois, 4 fois, pour tout capter. Très bonne idée, excellente idée. J'irai au cinéma quand il sortira à plusieurs publics. Mais la question... Désolé. Oui, la question, c'est un peu effectivement sur toute cette question sociale qu'il y a derrière ce film, dans le scénario, et un peu toutes ces valeurs, toutes ces notions assez fortes, et ce réel, en fait, j'ai l'impression que vous avez réussi à capter un certain réel à travers les acteurs qui interprètent extrêmement bien leur rôle, mais aussi vous dans la direction, comment vous avez fait pour capter vraiment cette essence et créer cette histoire complètement véridique, presque. Oui, déjà il y a le scénario, on essaye de coller une certaine réalité, on se documente beaucoup quand on écrit, que ce soit sur le plan, sur le plan musical, mais aussi sur le plan social, sur le plan de la sociologie, par exemple, des fanfares, etc. On voit des documentaires, on s'enseigne, on lit des bouquins, il y a des travaux là-dessus. Et puis après, il y a aussi une grande part de grande intuition, et puis c'est empirique aussi tout ça. Et on fait aussi avec notre sensibilité et je dirais notre faculté d'empathie en fait. Et concernant les personnages, ils sont écrits comme ça, et puis aussi le casting a un grand rôle aussi. Moi je prends des gens qui collent à ce cinéma-là aussi, en essayant de prendre des gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément très connus ou très identifiés, et qu'on puisse, je dirais, tout à fait les suivre dans leur réalité, je dirais. Et que, en tournage, moi je m'arrange, je cherche beaucoup le naturel, c'est un cinéma quand même naturaliste, la vérité, la spontanéité, et ça c'est dans le travail. Moi j'essaye de mettre d'abord les acteurs avec qui je travaille, parce que je suis acteur au départ, je sais ce que c'est que de tourner, et que parfois c'est une épreuve. Quand on est sur un tournage où quand on a un petit rôle, on ne fait pas forcément attention à vous, il n'y a pas le temps, enfin il faut aller vite, et puis vous êtes face à des fois avec des monstres sacrés, et puis voilà, ça peut être très impressionnant. Et moi j'essaye justement que du plus grand au plus petit rôle, les acteurs se sentent bien, à l'aise, ils ont le temps de se planter, ils ont le temps d'essayer des trucs, voilà. Et puis
puis voilà, c'est de créer une atmosphère, je dirais, de confiance. Hein. Et puis, je laisse, alors tout est écrit, hein, je dirais, hein, il n'y a pas d'improvisation au sens où je les lâche avec une thématique sur une séquence, pas comme ça, mais à la marge, je les laisse s'emparer du texte et puis improviser à la marge, comme ça. Il y a des trouvailles de temps en temps qui sortent. Et que, de toute façon, après, moi j'ai mes ciseaux et je suis un peu le maître du, du film, hein, puisque je garde ce qui m'intéresse, mais on arrive à trouver des perles comme ça. Des fois, je pense que l'intérêt, c'est de se faire surprendre par des acteurs qui sont encore mieux que ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait dans la tête. Donc ça a été avec Benjamin et avec Pierre, et ils ont, tout d'un coup, il y a des choses qui sortent, qui me scotchent, quoi. Donc c'est encore plus vrai que ce que j'imaginais. Donc ça participe au fait que tout d'un coup on se dit tiens, c'est la vraie vie, en fait, c'est pas du cinéma, ou, enfin je sais pas, on peut se dire ça, hein, moi c'est ça qui me plaît en tout cas. Enfin, c'est le cinéma que j'ai envie de voir, hein, tout simplement, c'est pas très compliqué. Alors, ouais, c'est le moment de dire merci à Hélène Muscari et Emmanuel Courcol. Ce festival est terminé. En route vers la 13e édition. Sur ce, à table. Merci encore avant debout.